Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Vous commencez à connaître cette formule d'introduction très youtubesque. Nous avons déjà bien entamé l'année 2023, mais il faut que je m'attaque à un autre style de vidéo très traditionnel sur la chaîne, à savoir mes attentes de l'année. En termes de cinéma d'horreur bien sûr. Le petit souci que j'ai souvent avec ce genre de vidéo, c'est que les petites productions horrifiques que j'aime tant sont rarement annoncées des mois ou des années à l'avance, sauf problème de production, retard, etc. C'est en général les grosses productions très attendues du grand public qui, elles, sont annoncées très longtemps à l'avance et dont je peux parler dans ce genre de contenu. Mais j'ai essayé de vous trouver quelques petites perles que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience et j'espère vous communiquer au moins une partie de cette impatience. Ça, ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Alors évidemment, je n'ai pas vu les films, c'est tout le but de la vidéo, ils sont pas encore sortis, donc je les attends. Donc il n'y a pas d'ordre particulier, c'est pas un top ou voilà, c'est pas un ordre croissant ou décroissant ou je ne sais quoi, t'as capté. Dans cette liste, il y a des films qui viennent des quatre coins du globe, de partout dans le monde. Or, ça me permet de faire le lien avec le fait que, peut-être que parmi vous, il y en a qui vont voyager partout dans le monde, et si c'est le cas, j'ai un cadeau pour vous en ce début d'année qui vous sera très utile. Est-ce que t'as déjà entendu parler de NordVPN ? Il s'agit d'un réseau privé virtuel qui protège votre connexion internet et votre confidentialité en ligne. Il protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP et vous permet d'utiliser des réseaux publics, par exemple, en toute tranquillité. NordVPN vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité et ça n'a pas de prix. Mais NordVPN vous donne tout un tas d'autres pouvoirs très utiles qui vont grandement impacter positivement votre tranquillité d'esprit. Par exemple, si vous êtes à tout hasard en Chine et que vous voulez regarder un film qui a été interdit par la Chine, ce qui est très rare car ce n'est pas du tout dans les habitudes de ce pays, vous pourrez utiliser NordVPN pour vous géolocaliser dans n'importe quel pays où ce film n'est pas interdit et miracle, c'est comme si vous y étiez réellement. Une très belle façon de pouvoir profiter grandement de tous les films de catégorie 3 que j'ai présentés sur la chaîne et que les autorités chinoises ne portent pas forcément dans leur cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. De plus, comme NordVPN chiffre absolument toute votre activité en ligne, votre fournisseur internet ne peut pas ralentir votre connexion. La bande passante ne s'offrira donc plus d'aucune limite, ce qui vous permettra d'accéder à la meilleure vitesse de streaming possible. Cela vous permettra également, par exemple, de toujours acheter vos billets d'avion au meilleur des prix, genre pour visiter la Chine. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai évidemment une offre exceptionnelle à vous proposer. Rendez-vous sur nordvpn.com/asdin et ayez accès à un abonnement de 2 ans à un prix exceptionnel, avec jusqu'à 65% de réduction, 1 mois gratuit et comme d'habitude, 3 semaines de garantie satisfait ou remboursée au cas où vous changeriez d'avis, ce qui bien sûr n'arrivera pas. Cette offre est limitée dans le temps, alors n'hésitez pas, foncez, tous les liens sont dans la description, commencez l'année 2023 du bon pied, et ce, peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Maintenant que vous êtes tous un petit peu plus en sécurité, voyons ensemble de quoi l'année 2023 sera faite en termes de cinéma d'horreur. Et on commence tout de suite avec un film japonais, Oxhead Village de Takashi Shimizu, qui vient clôturer sa trilogie des villages maléfiques, initiée avec Inunaki puis continuée avec Suicide Forest Village. C'est une trilogie qui jusqu'ici a été assez décriée et assez négativement critiquée, ça veut rien dire mais t'as capté, mais que moi j'ai pas mal défendu, notamment sur la chaîne avec Inunaki, je suis apparu dans les bonus du DVD des Jokers de Suicide Forest Village puisque j'ai pu interviewer Takashi Shimizu, merci à vous d'ailleurs Jokers si vous passez par là. Et Oxhead Village, forcément je l'attends de pied ferme, et normalement il devrait sortir cette année, au moins en DVD Blu-ray, et probablement chez les Jokers, on croise les doigts. J'ai beaucoup aimé les ambiances un peu mystiques, qui revenait beaucoup sur le folklore et les légendes japonaises, quelque chose d'un peu plus local que la plupart des autres films d'horreur que Shimizu a fait ces 10 dernières années. Enfin bref, évidemment j'attends Oxhead Village, de ce que j'ai pu voir comme image, il y a quelques scènes gore quand même, donc moi j'aime bien quand Shimizu fait du gore, il le fait pas forcément souvent, mais quand il le fait, ça tâche, et j'aime quand ça tâche. Et il y a quelques visuels vraiment intéressants, toujours en lien avec des légendes japonaises, donc comme ce visuel du masque de vache, de bœuf, qu'on peut voir, et qui est présent sur certaines des affiches. Donc j'attends grandement la clôture de cette trilogie qui, m'a pas mal contenté depuis Inunaki, donc j'espère que la clôture sera d'aussi bonne qualité. On enchaîne avec The Fetus de Jolam, une petite série B américaine qui ne paye pas de mine comme ça, vu de loin, mais qui se paye un sacré casting. Avec dans le rôle principal Lauren Lavera, la super final girl de Terrifier 2, vraiment géniale, que j'ai eu la chance d'interviewer, on en parle dans quelques vidéos si tout va bien. Et Bill Moseley, voilà, donc le duo d'acteurs principaux est quand même vraiment pas mal.
Et alors on a le droit à une histoire de bébé possédé, donc quelque chose qui peut être de base... peut-être fait un peu cliché, mais qui fonctionne toujours plutôt bien sur moi. Donc j'ai hâte de voir ce que ce film-là va en faire. Les posters et tous les visuels qui sont disponibles pour le moment, ont l'air de transmettre une ambiance plaisante. Ça veut pas dire grand-chose, hein. Le film sera peut-être aux antipodes de ce que les visuels semblent transmettre, on est d'accord. Mais son casting et son synopsis, ou les 2-3 lignes qui lui servent de synopsis pour le moment, sont assez efficaces pour me donner envie de voir le film très rapidement. Puis Lorraine Lavera m'en a dit le plus grand bien, alors forcément elle joue dedans, donc tu feras ce que tu veux de cette information. Ensuite, un film qui était déjà dans mes attentes de l'année dernière et qu'on attend depuis maintenant longtemps, Evil Dead Rise de Lee Cronin, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, donc ce qui me fait attendre ce nouveau Evil Dead encore plus que d'ordinaire, on va dire, puisque c'est lui qui a réalisé par exemple The Hole in the Ground, un film dont j'ai parlé sur la chaîne dans une critique qui a déjà 2-3 ans, et qui m'avait beaucoup plu, petit film d'épouvante irlandais, coproduction irlando-belge d'ailleurs, ou belgo-irlandaise, comme tu veux, donc c'est toujours sympathique. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec une franchise comme Evil Dead, ça doit peser sur les épaules ce genre de truc. D'autant que là, tout l'univers sombre que Fede Alvarez avait déjà développé dans son Evil Dead, puisqu'on sera probablement plus proche de celui-là que de la trilogie originelle, eh bien il va être transposé à Los Angeles. Et ça c'est une idée qui me turlupine, voilà, ça me turlupine, ouais. J'ai hâte de voir ce que les dégueulasseries de Evil Dead peuvent donner lorsqu'elles sont lâchées en pleine ville comme ça, notamment dans l'appartement d'une maman de 2 ou 3 enfants, je sais plus, un truc comme ça. Mais j'aime bien, mêler des enfants à Evil Dead, j'aime bien, j'ai envie de voir ça. Ouais, clairement. Enfin bon, bref, c'est toujours difficile de savoir que dire d'un nouvel épisode, d'une franchise, Vous-même, vous savez, on en a eu tout plein ces dernières années, il y en a qui sont pas mal, quelques-uns rares qui sont très bien, et beaucoup qui sont très décevants. Donc, dans quelle catégorie sera rangé celui-là? Mais du coup, voilà, c'est un film que j'attends, j'irai le voir, clairement. Je pense que vous serez nombreux à aller le voir, et puis on en parlera dans quelques mois, c'est sûr, c'est sûr. Ensuite, Infinity Pool de Brandon Cronenberg, le fils de David, forcément, dont j'avais beaucoup aimé Possessor, qui avait vraiment été un de mes coups de cœur il y a 2 ans. Et ben, juste ça me donne très fortement envie de voir Infinity Pool, forcément. D'autant que là, on nous parle, en termes d'histoire, d'une espèce de station balnéaire, en apparence très tranquille, idyllique, paradisiaque, tout ce que vous voulez, et où, tout va fortement dégénérer. Et comme d'habitude, on a des visuels vraiment léchés par rapport au film, et on sait à quel point lui, il travaille l'esthétique de ses films, et il arrive toujours à me toucher. C'est très froid, mais très beau, ça correspond toujours au ton qu'il donne à ses films, à l'atmosphère qu'il essaye de poser. Donc forcément, j'attends Infinity Pool avec beaucoup d'impatience. Ensuite, petit détour par la France, avec Gueule Noire de Mathieu Turi, dont j'avais plutôt beaucoup aimé au style, et je trouve Méandre assez intéressant, même si j'ai un petit peu moins aimé peut-être. Mais là, Gueule Noire, ça me parle énormément avec cette histoire de mineur qui se retrouve plus ou moins bloqué, qui trouve une crypte d'un autre âge, et qui tombe apparemment sur une créature assoiffée de sang, et affamée, impitoyable. Bref, un film de monstre qui se passe sous terre. Ça a des faux airs de Descent, dit comme ça, mais je compte sur Mathieu Turi pour nous livrer quelque chose d'original, et surtout du spectacle et du divertissement bien sanglant. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous livrer comme gore, comme violence, comme terreur également, et les visuels également, parce qu'il a mis plusieurs photos de tournage, etc. sur ses réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller le suivre. Du coup, on a pu suivre pas à pas une partie de la production, et ça donne franchement très envie. J'ai vraiment hâte que ça sorte et de pouvoir voir un futur grand film de genre français. Franchement, allez, je mets ma main à couper que ce sera le cas, voilà. Et puis elle est pas très utile, c'est ma main gauche. On enchaîne avec The Burden de Nico van den Brink, dont j'ai déjà pu parler à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est le réalisateur de Moloch, que j'ai beaucoup aimé, qui était dans mon top de l'année il y a quelques jours, allez le voir si ce n'est pas déjà fait. Et The Burden, c'est en fait un de ses anciens courts-métrages qui va adapter en long-métrage et qui est produit par James Wan et Sam Raimi, entre autres, rien que ça, qui ont été impressionnés notamment par ces courts-métrages et leur efficacité. Nico van den Brink, il est assez fort pour poser une ambiance angoissante et pour te faire peur, et sans user de l'artificiel jumpscare si cher à nos amis de chez Blumhouse, par exemple. Et du coup, The Burden, ça raconte l'histoire d'une fille qui vient avec son copain voir la famille de son copain en pleine campagne, dans une maison un peu perdue, et qui va se retrouver face à une situation un petit peu particulière. Je vous raconte pas le court-métrage, puisqu'il y a de fortes chances que le long-métrage raconte la même chose plus ou moins, et que du coup, voilà, je vais pas vous révéler le poteau rose, même si on n'est pas à l'abri d'un changement. Forcément, qui dit adaptation, dit transformation. C'est bien dit, non?
J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec autant de moyens, puisqu'il n'a jamais eu autant de budget que ce que ces différentes boîtes américaines lui ont offert, même si on n'est pas non plus sur un très très gros budget. Lui, il vient du cinéma européen, hollandais, donc forcément c'est un changement de dimension, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui. Pour moi, c'est un futur maître de l'horreur, donc j'espère qu'il va confirmer et que je pourrai dire à tout le monde, je vous l'avais dit, j'étais un des premiers à le dire. Et ouais mec. Donc, j'ai vraiment hâte de voir The Burden version long métrage. Ensuite, Vénus de Jaume Balagueró, donc le mate de Paco Plaza avec qui ils ont fait à deux Rec, que vous avez tous vu et adoré pour la plupart d'entre vous. Et forcément, quand Balagueró nous sort un nouveau film, j'ai toujours hâte de le voir. Et ici, Vénus, les visuels sont particulièrement léchés. Et il y a cette petite ambiance prompte à provoquer la chair de poule d'appartements dans la banlieue de Madrid dans lequel il se passerait des choses assez épouvantables. Voilà, je vous dis ça, moi j'ai envie de le voir tout de suite, avec juste cette petite ligne, et je suis chaud de le voir. Je sais pas pour vous, mais voilà. J'avais beaucoup aimé justement la Abuela l'année dernière de Paco Plaza, et j'espère qu'il en sera de même, voire mieux, de Vénus de Balagueró, qui ne déçoit quand même quasiment jamais. Hein. Ouais, j'aime quasiment tous ses films, là je cherche s'il y en a un que j'ai pas aimé, mais a priori j'aime toute sa filmo. Donc voilà, autant d'arguments pour attendre Vénus de Balagueró. Ensuite, changement total de registre avec Crazy Beer de Elizabeth Banks. Donc vous en avez sûrement entendu parler, une histoire complètement folle d'un ours qui a sniffé de la cocaïne dans sa forêt et qui est devenu complètement incontrôlable, complètement fou. Et du coup, il va se passer normalement plein de choses dingues dans le film. Et ce qui est fou, c'est quand on sait que c'est adapté d'une histoire vraie, avec ce fameux pilote qui faisait passer de la drogue d'un pays à l'autre et qui à un moment se serait craché. Du coup, sa cargaison de coke qui serait tombée dans la forêt aurait été sniffée par un ours. Voilà. Du coup, évidemment, tous les événements qui seront décrits dans le film sont complètement faux, et on s'en fout, tant mieux, on veut voir un film complètement timbré, et j'espère que Elizabeth Banks, qui est également productrice sur le film, ira au bout de sa démarche. Ce qui fait peur avec ce genre de projet, c'est que le film n'aille pas au bout de sa folie, et qu'il soit trop gentil. Donc voilà, ça c'est ce qui me fait peur, mais avec un concept pareil, bien sûr que j'attends le film, et j'espère qu'il sera complètement fou, et que j'aurai envie de déchirer mes vêtements en le regardant là dans la salle de cinéma. Évidemment je le ferai pas, mais j'aurai envie, j'espère. Voilà, Crazy Beer, j'espère que ce sera crazy, hein, tu comprends. Ensuite, L'Exorciste de David Gordon Green, déjà responsable de la nouvelle trilogie Halloween, fortement critiqué, pas forcément toujours apprécié par les fans, on va dire, que je trouve moyenne, correcte, il y a plein de choses intéressantes et plein de choses que j'aime pas dedans. Donc forcément, quand j'ai su qu'il allait s'attaquer à L'Exorciste, j'étais à la fois impatient, mais également peut-être un petit peu j'appréhende, quoi. Sachant que ça va être le même concept que pour Halloween. Il va préparer une nouvelle trilogie qui fait suite au film de William Friedkin. C'est-à-dire que les événements de l'Exorciste numéro 1 sont toujours d'actualité, et ici on va suivre ces événements bien des années plus tard. Qu'est-ce que ça va donner? Je n'en sais rien. Forcément, je suis curieux. J'adore l'Exorciste, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je suis pas forcément mécontent qu'on refasse un petit tour du côté de cette franchise-là. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu droit à cette figure hyper importante du cinéma sur nos grands écrans. Et je suis pas un grand fan de la série télé qu'on a eue il y a quelques années. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre que ça pour le moment. David Gordon Green, c'est un cinéaste que j'apprécie quand même. Je trouve qu'il a de grandes qualités, de nombreuses qualités, et qu'il n'a pas peur d'apporter sa vision à ce genre de franchise gigantesque qui malheureusement nous ont souvent proposé du réchauffé. Au moins, David Gordon Green, en général, il nous sort quelque chose de nouveau, il nous propose quelque chose de neuf. Maintenant, est-ce qu'on aimera, est-ce que ce sera bien fait, tout ça, ce sont d'autres questions, et je n'ai pas les réponses pour le moment. Mais j'ai hâte de découvrir ce que David Gordon Green va faire avec un tel matériel, quoi. J'ai hâte. Et enfin, je termine avec un petit film japonais, un très petit puisqu'il n'a coûté que 20 000 $ à peu près, New Religion de Keiichi Kondo. Alors ça a l'air d'être un film très contemplatif, très expérimental, très lent dans son rythme, mais magnifique esthétiquement parlant, tout simplement, qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa fille quelques années auparavant, ce qui a provoqué son divorce, et qui l'a poussée à devenir call girl pour essayer de gagner un petit peu son pain, qui habite maintenant avec son nouveau petit copain. Et en fait, un jour, elle va rencontrer un client un peu bizarre, parce que bon voilà, en tant que call girl, elle va parfois rencontrer des gens un peu chelous, qui va lui demander s'il peut prendre en photo sa colonne vertébrale. Elle va accepter, voilà, c'est pas la pire demande qu'elle ait eue, je pense, dans son métier. Et le truc, c'est qu'à partir de là, il va se passer des choses un peu étranges. C'est les infos que j'ai pour le moment. Keiichi Kondo
est adorable, hein, je suis en contact avec lui, on va sûrement vous proposer quelque chose dans quelques mois, hein, parce que c'est vraiment un petit film que j'attends avec une impatience que j'ai du mal à contenir. Pour le moment, il continue son parcours en festival, j'espère qu'il y en aura bientôt hein, dans notre coin, en France, en Belgique, sachant que moi, je vais avoir accès à un screener de la part de Keiichi Kondo, donc je vais avoir la chance de le voir dans tous les cas, mais j'espère qu'on sera nombreux à pouvoir le regarder, parce que ça a l'air d'être une folie, ce film. Je sais pas très bien dans quoi on s'embarque, ça a l'air d'être très psychologique, très philosophique, et il a vraiment l'air d'avoir fait de l'or avec pas grand chose. Il a tourné en plein Covid, en pleine pandémie, ce qui peut aussi apporter un petit quelque chose de différent. L'histoire en elle-même n'a aucun lien direct avec le Covid, mais potentiellement qu'il y aura quelques liens un peu philosophiques, encore une fois. Enfin bon, bref, c'est très abstrait pour le moment, mais le film a l'air très abstrait, et c'est pas pour me déplaire, et l'affiche est magnifique. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir New Religion et de pouvoir vous en parler plus en détail. J'espère que ça se fera très rapidement. Et voilà du coup pour ma liste de 10 films d'horreur que j'attends durant cette année 2023. Alors cette liste va évoluer tout au long de l'année, hein, comme la vôtre j'imagine, puisqu'il y a plein de films qui sont pas encore annoncés. Mais voilà, ils vont être annoncés et moi je serai là, ah je veux voir ça tout de suite hein. Et puis dès que tu vas en festival, il y a plein de films dont tu n'avais pas entendu parler, qui te font envie immédiatement. Et j'espère que ces 10 films vous auront donné envie, ou au moins quelques-uns parmi eux. Si vous avez des attentes différentes des miennes, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires, hein. Peut-être qu'il y a des films à côté desquels je serai passé, c'est possible. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez un lien pour un abonnement à prix réduit pour NordVPN. Foncez, ça vaut vraiment le coup et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.